Vous êtes maintenant arrivé à l'étape de la délégation. Si vous êtes arrivé à cette étape, c'est que vous avez un besoin de délégation immédiat. Dans ce cas, on va voir ensemble les 5 étapes pour que vous puissiez déléguer en toute sérénité. La première étape, ça va être de définir les besoins de la délégation et les missions que vous allez confier. Soit vous allez avoir à recruter, j'emploie le mot recruter, mais là on ne va pas parler de recrutement à proprement parler pour des salariés, mais de freelance, de stagiaires ou d'échange de bons procédés. Dans ces conditions, vous allez vraiment écrire noir sur blanc toutes les tâches que vous souhaitez faire à cette personne en fonction de l'objectif et du temps donné. Par exemple, vous souhaitez recruter un stagiaire pour une période de 3 mois. Vous allez bien entendu regarder quel est votre objectif de base, puisqu'a priori si vous recrutez un stagiaire, c'est qu'il y a un objectif que vous voulez atteindre. Vous regardez cet objectif qui peut être par exemple atteindre 500 likes sur sa page Facebook en 3 mois. Ou qui peut être attirer le plus de prospects maximum, et on chiffre par exemple à 50 prospects par mois d'attirer et contacter. Une fois que vous avez fait ça, vous allez vraiment lister toutes les missions que vous allez confier à vos stagiaires durant ces 3 mois et les missions a priori qui vont vous permettre d'atteindre ces objectifs. C'est-à-dire que vous allez refaire le même travail que précédemment vous avez fait sur vous. Vous allez fixer l'objectif, vous allez lister les tâches et vous allez faire du coup ce travail de savoir si les missions qui sont confiées à la personne que vous souhaitez embaucher, recruter, stagiaire, freelance, salarié, peu importe, si ces tâches qui sont confiées, ces missions, correspondent bien à l'objectif qui est fixé. Et bien entendu, l'idée derrière, c'est aussi de fixer des tâches et de donner des missions qui sont réalisables dans cette durée de 3 mois. Une fois que vous avez fait ça, il va falloir que vous passiez à l'étape numéro 2 en vous posant la question de savoir à qui vous allez déléguer. Ça peut être un stagiaire, ça peut être également un freelance ou alors un prestataire de service. Là, je fais un peu une différence entre freelance et prestataire de service. Pour moi, le freelance, c'est la personne qui va travailler seule et qui est souvent en micro-entreprise. Dans ces conditions, ses charges vont être beaucoup moindres. C'est maximum 30%. Et j'allais dire, vous ne faites pas le poids par rapport à un contrat salarié ou à un contrat de prestation de service classique dans une entreprise qui embauche des salariés, puisque dans le cas d'une entreprise, par exemple, le salarié sera payé à hauteur, enfin ses charges salariales et patronales seront de 75%. En comparaison avec le freelance, 30%, c'est vraiment négligeable. Donc un freelance vous coûtera toujours moins cher. Donc si vous avez la possibilité de vous tourner vers un freelance plutôt qu'un prestataire de service, allez-y. La troisième possibilité, ça va être un échange de bons procédés. C'est lorsque vous avez une compétence à donner à quelqu'un et en retour, cette personne va vous offrir un service. Cette étape est nécessaire, échange de bons procédés, si vous n'avez vraiment aucun budget financier, mais on verra plus tard en fait que le stagiaire aussi, sous certains aspects, on peut avoir recours à un stagiaire sans avoir à lui verser une gratification. Vous allez en fait choisir l'une de ces 4 options en fonction de critères de sélection. Votre budget, votre besoin d'autonomie ou pas par rapport à la recrue que vous allez recruter et le temps dont vous disposez. Si concrètement vous n'avez pas beaucoup de temps, que vous souhaitez que la personne soit autonome et que vous avez un budget, il vaut mieux que vous vous tourniez vers un freelance ou alors vers un prestataire de service. C'est logique, mais c'est bon de le dire. Le stagiaire, il faut avoir un peu de temps quand même à lui consacrer, puisqu'il est encore en formation. Ça va être un étudiant que vous allez prendre, mais que vous allez devoir encadrer et éventuellement épauler dans son travail. Peut-être qu'il ne sera pas tout à fait autonome. Reste à savoir si vous avez fait le bon choix en recrutant ce stagiaire ou si vous ne devez pas vous retourner vers un stagiaire qui va être beaucoup plus autonome, peut-être un peu plus âgé.
Votre budget également va rentrer en compte, puisque si vous n'avez pas d'argent, bon procédé, un échange de bons procédés, ça va être pour vous. Si vous n'avez pas d'argent non plus, un stagiaire de moins de 2 mois, vous pouvez avoir recours. En revanche, si vous avez un peu plus de budget, un freelance ou un prestataire de service, c'est fait pour vous. Une fois que vous savez qui vous allez choisir, vous écrivez là ici, je choisis le, donc soit le stagiaire, soit le freelance, soit l'échange de bons procédés. Si vous choisissez le stagiaire ou le freelance, dans ces conditions, on va passer à l'étape numéro 3 qui va être comment est-ce que je trouve cette personne. Si bien entendu vous êtes arrivé à l'échange de bons procédés, ça veut dire qu'a priori vous avez déjà quelqu'un dans votre entourage, dans votre réseau, qui a la compétence dont vous avez besoin. Dans ces conditions, l'étape de la délégation va s'arrêter là, puisqu'en réalité vous allez être en fait comme si c'était un prestataire de service. Par exemple, si vous avez besoin de faire un site internet. Concrètement, vous n'avez pas besoin d'expliquer à votre prestataire de service comment faire le site internet. Cette personne est complètement autonome sur la mission que vous lui avez confiée. Donc vous allez juste lui dire, voilà, j'ai besoin d'un site internet, j'aimerais bien ça, avoir ça, ça et ça. Cette personne vous livre le service et vous, en retour, vous proposez le service dont vous avez la compétence. Ensuite, si vous êtes arrivé à écrire le stagiaire ou le freelance, on en vient justement à ces deux personnes. Si vous n'avez pas beaucoup de budget, automatiquement, vous allez vous tourner vers le stagiaire. Je vous ai listé ici toutes les étapes que vous allez faire pour pouvoir trouver votre stagiaire. Première chose pour moi, c'est de définir la durée du stage et de définir également les missions qui vont lui être confiées. La durée du stage, ça va avoir deux impacts. Ça va vous permettre de savoir combien de temps vous allez recruter votre stagiaire pour savoir si vous avez une rémunération obligatoire ou pas. Mais ça va également vous permettre, en fonction de la durée de vos objectifs, de déterminer si vous souhaitez une personne qui vient de commencer par exemple sa licence, ou si vous souhaitez déjà une personne qui va être un peu plus expérimentée, qui va être peut-être en fin d'études, peut-être bac plus 4, bac plus 5. Après ça, vous allez écrire noir sur blanc les missions que vous souhaitez lui confier. Ça va vous aider pour rédiger votre annonce et sélectionner la bonne personne et bien entendu pas perdre du temps. Ce n'est pas parce que vous allez avoir un stagiaire que vous devez prendre tous les stagiaires, que vous devez recruter tous les stagiaires, que vous devez perdre votre temps. On va sélectionner le stagiaire qui est le plus adapté à vous, à votre entreprise, à vos besoins et aux missions dont vous avez besoin de faire réaliser en fonction de vos objectifs. Une fois que vous avez fait ça, vous allez faire la liste de toutes les écoles avec les noms, les adresses, numéros de téléphone et si possible la personne qui va être responsable au niveau administratif de la formation. Je vais vous montrer concrètement comment on fait. Alors là, par exemple, je vais rechercher un stagiaire en communication. Donc tout ce que je vais faire, c'est que je vais marquer en fait l'école de communication. École, université de communication, peu importe. Moi, je suis sur Bordeaux, donc je marque la ville dans laquelle je suis et dans laquelle j'aurai besoin de mon stagiaire, puisqu'a priori, c'est beaucoup plus simple pour un stagiaire de trouver une entreprise qui est à côté de chez lui que d'aller se déplacer dans toute la France, puisque bien entendu, il aura des frais liés à son déplacement s'il ne vient pas du tout de votre région, donc des frais, j'allais dire, liés au logement. Donc ça va être un peu plus compliqué pour vous de trouver, mais vous pouvez bien entendu élargir votre recherche sur la France si vous voulez, mais ce n'est pas l'idée que je vous conseille, c'est vraiment de rester sur votre région. On fait entrer, et là on va regarder un peu toutes les écoles qui apparaissent dans le but d'aller créer un fichier Excel et de compléter toutes les informations. Je ne fais pas de tri sélectif. Ce que je vais faire, c'est que je vais noter toutes les écoles de communication qui apparaissent. Là, sur Bordeaux, il y en a quand même pas mal. J'en vois 5-6 déjà, juste sur une première page. Donc, je ne vais même pas essayer de voir si ça pourrait être des étudiants qui me correspondent. Ça va me prendre trop de temps. Je vais directement essayer d'aller chercher l'information pour savoir le numéro de téléphone et après directement contacter l'école en fait.
J'arrive en fin de page et je trouve les informations dont j'ai besoin. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais noter le nom de l'école, l'adresse, le numéro de téléphone et je vais me mettre aussi un petit lien pour savoir quel est le nom de l'école pour éventuellement en direct avec la personne que j'aurai au téléphone regarder quels sont les profils qui pourraient m'intéresser. Une fois que j'ai fait ça et que j'ai rempli ce fichier Excel, je vais contacter toutes les écoles et demander à être mis en relation avec la personne qui va gérer les stages pour les stagiaires, puisque je suis en recherche d'un stagiaire dans le domaine de la communication. Je précise éventuellement de quelle durée j'ai besoin et à quelle date, puisqu'il faut savoir que tous les stagiaires de France n'ont pas des durées de stage qui sont identiques et ne sont pas en stage à la même période. Généralement, la période de stage, elle va commencer à partir du deuxième semestre, mais il se peut tout à fait qu'il y ait des étudiants qui sont en recherche de stage dès le premier semestre. C'est pour ça que vous sélectionnez le plus d'écoles possible et que vous appelez toutes les écoles possibles qui sont en lien avec la thématique dont vous avez besoin. D'où l'idée également d'avoir défini les missions pour savoir très rapidement en fonction de la personne à laquelle vous allez parler si les missions que vous proposez correspondent au savoir-faire des étudiants. En fonction des réponses que vous allez recevoir des écoles, vous allez envoyer un mail type au responsable de la formation, puisqu'a priori, vous avez dorénavant le contact, si vous avez bien fait les choses au niveau des appels téléphoniques. Et vous allez également demander aux étudiants de transmettre le CV et la lettre de motivation. Ce que je vous conseille de faire dans le mail type, c'est d'insérer la proposition de poste du stagiaire, c'est-à-dire en fait l'offre de poste, qu'est-ce que vous offrez concrètement. Pour ça, je vous invite à regarder le modèle de proposition du stagiaire, a priori l'offre de poste. L'offre de stage d'un stagiaire, elle va se présenter sous cette forme. C'est le modèle que je vous propose d'envoyer à vos stagiaires et même à vos freelances de façon générale. Vous allez préciser de façon claire et précise le poste. Donc, a priori, là, le poste, c'est Community Manager, mais vous précisez que vous recherchez un stagiaire et vous mettez les domaines dont vous avez besoin. A priori, là, dans cette offre-ci, en fonction des besoins qui ont été ciblés, ça va être LinkedIn et Facebook. Vous précisez bien entendu la période. Ça permettra, en fait, avec ce type de titre, d'avoir une vue d'ensemble sur ce que vous recherchez et que l'étudiant comprenne très rapidement ce dont vous avez besoin. Juste mettre Community Manager, ça ne va pas du tout être assez clair et assez parlant. Ce que je vous propose après, c'est de structurer toutes vos offres de la façon suivante. Vous allez présenter votre entreprise, ensuite vous allez présenter la mission qui va être confiée en ciblant bien l'objectif, ça va être très important, je reviendrai un peu plus tard. Vous détaillerez les missions confiées avec les tâches. Vous énumérez quelles sont les compétences dont vous avez besoin. Et pour finir, vous pouvez mettre un petit bonus, quelque chose qui va être sympa et qui va donner envie en plus à l'étudiant ou à votre freelance de venir chez vous. Concernant votre entreprise, vous allez en fait décrire votre entreprise en essayant d'apporter de la valeur et en essayant de montrer pourquoi l'étudiant doit venir dans votre entreprise. Alors moi, j'ai juste résumé là en 2 lignes. Vous pouvez bien sûr résumer en plus de lignes pour donner vraiment de la valeur ajoutée à votre entreprise. Moi, j'ai dit que en fait, l'entreprise dans laquelle l'étudiant va être accueilli, c'est une entreprise qui aide les petites entreprises à mieux recruter et à mieux gérer leur personnel pour 2 raisons. Donc ça, j'allais dire, c'est le but de mon entreprise, c'est la valeur ajoutée que je vais apporter au monde, c'est stimuler le recrutement et favoriser l'emploi. Et le deuxième chose, ça va être de faire retrouver aux salariés l'envie de venir au travail, mais vraiment dans de bonnes conditions, d'éviter tout ce qui va être épuisement professionnel, d'éviter tout ce qui va être burn-out, tout ce qui va être négatif et pas en lien avec le bien-être au travail. Donc ça, c'est la mission que je vais donner à mon entreprise et en donnant ce type de mission, ça va permettre d'attirer le plus de monde possible puisqu'en fait, on ne vient pas juste travailler pour gagner de l'argent et pour apprendre, on vient travailler pour servir une cause et c'est quelque chose qui va être très 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 important pour attirer à vous les meilleurs profils. Entre ce type d'offre que je propose
et une offre lambda en disant venez travailler chez nous car nous avons du café, car nous sommes sympas et parce que vous êtes actif dans l'entreprise, parce que vous êtes motivé, parce que potentiellement à la fin vous avez un CDI, sans vraiment savoir quelle valeur je vais apporter dans mon poste, ça va faire en fait la différence entre deux types d'annonces qui en fait proposent la même chose mais qui finalement n'ont pas présenté les choses de la même façon et dont le storytelling ne va pas être le même. Ce qu'il veut que vous sachiez également, c'est que de nos jours, les gens, quels qu'ils soient, que ce soit la génération des millenniums, c'est-à-dire à partir de 20 ans, ou que ce soit des personnes qui ont 50 ans, voire plus, on a un manque cruel de sens et de valeur à notre travail. On cherche ce qui va être le sens donné à notre travail. On ne se lève plus uniquement pour travailler, on se lève pour accomplir quelque chose. Ensuite, j'en viens à la mission. Donc la mission, je vais définir qu'est-ce que je veux concrètement que la personne fasse. Donc là, j'ai dit aider à créer la stratégie sur les réseaux sociaux. Donc j'ai précisé LinkedIn et Facebook et gérer également les deux réseaux sociaux. Donc ça va être à l'aspect plus community manager. J'ai donné un objectif, quelque chose qui va stimuler et challenger la personne. Donc j'ai dit qu'en 6 mois, je souhaitais que la page Facebook ait atteint 2500 likes, 500 likes sur LinkedIn et j'ai remis ce qui était actuellement, donc 46 abonnés sur Facebook, 7 abonnés sur LinkedIn. Ça permet deux choses, la personne va très vite comprendre de quoi il s'agit et ça va lui permettre d'avoir déjà un objectif et de savoir sur quoi elle s'engage tout en lui donnant un challenge qui va être super motivant. On en vient aux missions confiées. J'ai précisé 3 missions. Donc les missions, c'est ce qui va être en gras ici. 3 missions, pourquoi? C'est, j'allais dire, le maximum. On a généralement sur une offre d'annonce, sur une fiche de poste comme ça, on va préciser entre 3 et 5 missions. Dans la mesure où vous allez avoir recours à un stagiaire ou à un freelance, je vous conseille de ne pas dépasser 3-4 missions. Pourquoi? Parce que ça va vous permettre de tester la personne aussi et de ne pas l'effrayer. Si j'en reviens aux missions, donc j'ai dit assistance sur la stratégie des réseaux sociaux LinkedIn et Facebook. Et là, j'ai précisé quelles sont les tâches que je voulais que cette personne effectue. Donc analyse du marché, proposition d'une stratégie et ensuite mise en place de la procédure de la création. Je me suis trompée. Mise en place de la procédure de la stratégie des réseaux sociaux sur LinkedIn et Facebook. Donc ça, c'est concrètement ce que je veux que mon étudiant fasse, c'est les tâches que je vais lui confier pour qu'il arrive à m'assister sur la stratégie, l'analyse de la stratégie, l'assistance. Donc c'est tout. Ensuite, j'en viens au point suivant, donc gestion des réseaux sociaux. Donc là, il va y avoir rédaction des publications Facebook, donc des réseaux sociaux, Facebook, LinkedIn. Je vais lui demander de programmer les posts, de créer des campagnes Facebook et également de créer du contenu de type vidéo, reportage, images et tuto. Donc ça, c'est moi les tâches que je veux lui confier. Bien sûr, on se limite à 4-5 tâches. On ne va pas plus loin. L'idée, c'est pas de faire peur à la personne, mais c'est de lui donner une idée plus précise de ce qu'elle veut faire. Si vous vous limitez concrètement à la mission qu'on va lui confier, gestion des réseaux sociaux, on ne comprend pas spécialement. C'est pour ça qu'on va faire un peu plus en mettant des tâches. Ce qui est en gras, ce sont des missions. Ce qui sont les tirés, ce sont des tâches. Ça va être différent. C'est bien important. C'est important que vous compreniez la différence, mais on reviendra, si vous le voulez, sur ces points pour que vous sachiez bien rédiger une annonce et que vous fassiez la différence entre ces points qui peuvent être un peu compliqués. Et ensuite, j'ai précisé assistance diverses, qui va être la création de support via Canva et le montage vidéo. A priori, c'est tout ce dont j'ai besoin. Concernant les compétences souhaitées, là j'ai demandé à ce que il y ait un très bon niveau de français et d'orthographe des grands-mères, puisque concrètement il va rédiger des posts, il va avoir du contenu écrit à faire et j'ai besoin de quelqu'un dont je n'ai pas besoin à passer derrière sur son orthographe et sur sa grammaire. J'ai précisé du savoir-faire et savoir-être qui va être très important, très important pour pouvoir sélectionner une personne qui va correspondre déjà à vos besoins et faire un premier tri. Concrètement,
Si la personne n'a aucun savoir-être qui vous correspond, vous n'aurez aucune affinité avec cette personne. Et des fois, il vaut mieux prendre quelqu'un qui n'a un peu moins de savoir-faire, tout petit peu moins, que la personne qui ne va pas avoir de savoir-être et avec laquelle ça ne va pas du tout matcher, puisque c'est là que vous allez commencer à avoir des problèmes de recrutement. Donc si j'ai un conseil à vous donner, c'est privilégier le savoir-être au savoir-faire. C'est plus facile qu'une personne progresse quand elle a la bonne attitude, la bonne énergie, la bonne motivation, que lorsque c'est l'inverse, une personne qui va peut-être savoir faire, mais dont vous n'allez pas pouvoir la manager. Et ensuite, j'ai mis une petite case bonus en disant que le stage va être rémunéré au niveau conventionnel. Enfin, c'est pas conventionnel, c'était légal, je dis n'importe quoi. C'est au niveau légal, donc ce qui est prévu par la loi. Et je précise également qu'il y a un bonus à prévoir, voilà, éventuellement, si je suis satisfaite des tâches qui ont été données aux stagiaires. Voilà, et j'ai précisé après que les missions confiées pourront être évolutives en fonction des compétences et de l'envie du stagiaire. Là, ça me permet de dire que le poste est évolutif et donc éventuellement d'intéresser des gens qui pourront peut-être être ennuyés par le peu, entre guillemets, de choses que je propose. Et ensuite, je mets bien que ça va être en fonction de l'envie du stagiaire. Je ne suis pas dans un rapport de force où je vais dire tu vas faire ça, tu vas faire ça, tu vas faire ça. J'instaure un échange de dialogue avec la personne. Donc c'est quelque chose qui va en plus donner envie à des gens de postuler à mon offre. Si je récapitule, il va y avoir pour moi quelques éléments à mettre en compte pour vous différencier de vos concurrents des autres entreprises. Précisez qui est votre entreprise et surtout précisez quelle valeur ajoutée, qu'est-ce que vous apportez au monde, à l'humanité, le pourquoi de votre entreprise. Précisez la mission, soyez très clair sur quel est le rôle du stagiaire, ne lui mentez pas, ne lui faites pas miroiter des choses qui n'arriveront pas. Donnez-lui un objectif qui va le challenger. Proposez-lui des missions qui vont être détaillées par vos tâches. Dites clairement les compétences que vous souhaitez en n'oubliant pas d'être très attentif au savoir-être puisque c'est là que vous allez pouvoir attirer des personnes qui vous correspondent. Et enfin, donnez encore plus envie aux personnes de vous rejoindre en précisant quels sont les bonus, quels bonus ils ont en venant chez vous. Ce que j'ai fait en plus, si vous remarquez, c'est que j'ai d'ores et déjà tutoyé les personnes qui vont lire cette offre. Pourquoi j'ai fait ça? Parce que très souvent, j'ai le tutoiement très facile et en fait, ça me correspond à la culture que je veux instaurer avec le stagiaire, avec le freelance. Donc, je tutoie déjà la personne parce que ça va refléter aussi ma personnalité. Vous n'êtes pas du tout obligé de tutoyer la personne en question. Vous pouvez très bien mettre votre mission, vos missions confiées, les compétences souhaitées et être un peu plus formel. Moi, ça me correspond, donc je préfère rester sur quelque chose qui va être informel, j'allais dire. Deuxième point, et je terminerai avec ça pour l'offre du stagiaire, vous remarquerez peut-être que cette offre est sur une page. Une page, c'est largement suffisant. Ne faites pas plus, ça sert à rien. Ce que je voulais vous dire également, c'est que la page telle que vous la voyez, elle est plutôt aérée. C'est-à-dire que la personne va très vite comprendre de quoi il s'agit. On a quelques mots sur l'entreprise, la mission, les tâches confiées qui sont plutôt bien détaillées, les compétences souhaitées. Ça suffit, il n'y a pas besoin de faire plus. Ce que vous pourriez faire en plus, c'est préciser le nom de votre entreprise, mettre un petit site internet, mettre une photo de vous et bien entendu rajouter vos coordonnées, mail, téléphone directement dans l'annonce. Ça permettra de faire circuler l'information et en fait si votre support va circuler de mail en mail ou peut-être un des étudiants va recevoir le mail mais va pas être intéressé par votre offre. Peut-être qu'il aura un camarade de classe qui va être intéressé, qui n'aura pas reçu l'offre. Et en fait, ce qu'il va faire, c'est qu'il va envoyer ce document qui est déjà prêt. Et sur ce document, vous aurez toutes les informations vous concernant. On revient aux étapes du stagiaire. Donc, on a vu comment on pouvait proposer une offre de poste à son stagiaire. Après qu'on a proposé l'offre de poste, on va recevoir a priori une multitude de réponses par retour de mail ou par appel, peu importe. Il viendra l'étape
de sélectionner les profils qui vont vous correspondre. Cette étape, elle va être un peu cruciale. Elle va vous permettre déjà de prendre connaissance des profils, de savoir si votre offre correspond aux personnes qui vous ont contacté, si tout est bien en adéquation. Et surtout, ça va être la première étape qui va vous permettre d'arriver sur les entretiens. Donc c'est une étape qui n'est pas à négliger. Ce que je vous conseille, ce n'est pas de voir tout le monde. L'idée, ça va être de sélectionner des profils qui vous correspondent. Donc ne perdez pas à l'esprit vos objectifs, de quoi vous avez besoin pour arriver à votre objectif. Une fois que vous avez sélectionné quelques profils, moi je vous conseille de ne pas sélectionner plus de 5 personnes, vous allez faire passer les entretiens pour en savoir un peu plus sur la personne tout simplement et pour voir si concrètement elle va correspondre à votre savoir-être. Ça c'est très important parce que de visu vous allez pouvoir comprendre si ce qu'elle vous a dit correspond à ce qu'elle est et si elle correspond du coup à ce que vous attendez d'elle. Ça va vous permettre également d'approfondir sur les compétences qu'elle a déjà acquises et de voir si elle est apte à réaliser les tâches et les missions dont vous avez besoin. Une fois que vous avez fait l'entretien, vous pouvez à présent sélectionner le candidat en fonction de plusieurs critères. Ça va être très important. Vos affinités avec lui. C'est là que va rentrer également le savoir-être, les compétences. Mais surtout, vous allez sélectionner en fonction de ses qualités et de ses défauts. J'insiste bien sur ses défauts. Si vous avez décelé des défauts qui pour vous sont incompatibles avec vous, a priori, ce ne sera pas la bonne personne pour travailler avec vous. Si vous avez sélectionné votre candidat, on va venir à la dernière étape qui va être la convention de stage. La convention de stage, c'est un accord tripartite entre du coup 3 personnes, vous-même, le stagiaire et l'école. Vous n'avez absolument rien à faire, c'est l'école qui va s'occuper d'établir la convention de stage. Bien sûr, l'étudiant devra avoir une assurance responsabilité civile ainsi que vous. Je vous ai communiqué le modèle de proposition du poste du stagiaire, donc l'offre de poste, dont on a vu un exemple concret pour que vous puissiez le mettre en application tout de suite dans votre entreprise. Si vous voulez aller un peu plus loin sur ce qui va être de la rémunération, comment est-ce qu'on va rémunérer son stagiaire, je vous invite à voir cette vidéo d'un expert comptable qui l'explique. Il y a une deuxième vidéo également, toujours du même expert comptable, qui va parler du nombre de stagiaires qu'on peut accueillir, puisqu'on est limité en nombre de stagiaires en fonction du nombre de salariés qu'on a dans l'entreprise. Et ensuite, je vous ai mis une source qui va être du service public, où là, vous avez les obligations de l'employeur quand vous recrutez, quand vous avez recours à un stagiaire. On en vient maintenant au freelance. Si vous n'avez pas recours à un échange de bons procédés ou à un stagiaire, a priori, c'est que vous vous êtes tourné vers le freelance. 2 possibilités pour vous d'avoir recours à un freelance. Soit c'est une connaissance. Dans ces conditions, vous n'avez plus du tout besoin de lire la suite de cette procédure. Vous pouvez directement recruter et faire appel à votre freelance. En revanche, si vous n'avez pas eu recours à votre freelance par une connaissance dans ces conditions, c'est que vous êtes très certainement passé par une plateforme. Je vous ai mis une multitude de plateformes ici présentes. Je vous laisserai jeter un coup d'œil. Si je fais un peu un résumé des plateformes, Fiverr, ça va être une plateforme qui va être à 5 €, une plateforme qui est en anglais. Alors je dis 5 €, c'est souvent qu'il y a des offres qui sont autour de 5 €, mais vous pouvez très bien monter jusqu'à des offres qui sont jusqu'à des centaines d'euros. Typiquement, vous pouvez faire votre logo sur Fiverr, vous pouvez faire vos cartes de visite, vous pouvez faire vos jingles, vous pouvez faire des retranscriptions audio. Il y a des micro-tâches qui sont tout à fait possibles sur Fiverr. Upwork, c'est une plateforme également qui va être intéressante, qui va être en anglais, donc tous les écrits sont en anglais. Si vous souhaitez retrouver des freelances sur Upwork, il faut bien sûr taper French dans la barre de recherche, ça va être plus facile pour vous de trouver le freelance en question. Il y a énormément de francophones, peu importe qu'ils soient français ou non, mais il y a énormément de francophones sur cette plateforme, et là, vous pouvez tout trouver sur Upwork, littéralement tout. Malte, ça va être la version, j'allais dire, française de Upwork. Humaniance, c'est un peu dans le même registre que le Malte, donc c'est le même type de plateforme mais différente. Ensuite, vous allez avoir 89 Design qui est pour la création de sites
internet. Très intéressant puisque ça va marcher sous forme de concours. Donc en réalité, vous lancez un concours après avoir sélectionné qu'est-ce que vous aimez en fonction d'un questionnaire très poussé. Et vous allez avoir des personnes qui vont vous créer un produit qui correspond à votre demande. Et ensuite, vous n'aurez plus qu'à choisir quelle est la personne qui a répondu le plus à votre projet, sélectionner son projet. Ça vous permet du coup de ne pas avoir recours qu'à un seul graphiste et de ne pas être déçu par ce travail unique et d'avoir plusieurs personnes qui vont travailler pour vous. Vous allez également avoir Online Job qui va fonctionner un peu sous le même principe que Malt, Humaniance et Upwork. Et ensuite un site très spécialisé qui va être Codeur. Bien entendu, la liste des plateformes dont je vous ai parlé, elle n'est pas exhaustive. C'est-à-dire que vous pouvez très bien aller faire une recherche en marquant plateforme freelance et vous allez trouver des plateformes qui vont peut-être être beaucoup plus spécialisées dans des graphistes, par exemple. Ou là, j'ai une idée qui me vient, la crème de la crème, ça va être des étudiants de grande école qui vont vous proposer des missions de freelance a priori moins chères. Une fois que vous avez défini quel type de freelance vous allez avoir recours, on va en venir à l'étape de la délégation. Toujours la même chose. Et là, vous avez les étapes que vous allez devoir faire. Dans le même cadre que le stagiaire, vous allez devoir définir la durée du partenariat avec le freelance et définir ses missions. C'est tout aussi important. Vous allez ensuite rédiger une annonce dont je vous ai parlé également un peu plus haut. Je vous ai mis le modèle de proposition du poste de freelance qui est toujours selon le même modèle que le stagiaire, mais il y a quelques petites variantes qui vont changer. Je vais vous montrer tout de suite de quoi il s'agit. Tout à l'heure, on était avec un community manager stagiaire. Là, je vous propose de voir un assistant virtuel pour une aide de blogging. Ça va être un freelance. On reprend exactement la même structuration, c'est-à-dire qui est cette entreprise, quelle est la mission confiée, quelles sont les missions confiées, du coup la mission générale, mais toutes les missions confiées en les listant, quelles sont les compétences souhaitées et le bonus à savoir. Je vais m'expliquer un peu plus en détail en reprenant un peu ce qui a été fait. Donc si vous avez déjà vu la partie qui va être sur le stagiaire, je vous invite à passer rapidement puisque ça va être à peu près la même chose à une exception. C'est que ici, j'ai instauré une question piège, une question dans laquelle je demande au freelance qui va postuler à mon offre via les plateformes de me citer quelle va être la langue officielle de la Suède. C'est une question piège, pourquoi? Parce que ça va me permettre de savoir si la personne est vraiment attentive à l'offre que j'ai publiée ou si en fait elle répond à l'offre parce qu'elle a vu l'offre passer et qu'elle a besoin de travailler. Ça va me permettre du coup de déterminer quelles sont les personnes qui sont les plus motivées. Deuxième chose également à savoir, c'est que c'est une question piège car la langue officielle de la Suède n'est pas unique. Alors oui, c'est le suédois, mais en réalité, il y a 4 langues officielles. Ça va me permettre de savoir si la personne est dans une démarche de contrôle et d'amélioration continue, si elle est proactive. Si je pose cette question, a priori, il ne faut pas qu'elle se base sur ses connaissances potentielles qu'elle a. Ce que j'attends d'elle, c'est qu'elle aille plus loin et qu'elle ne me donne pas une réponse uniquement sur ce qu'elle sait, mais qu'elle fasse une recherche. Puisqu'en réalité, le poste que je lui ai demandé, c'est un poste également où elle va devoir faire des recherches. Cette première question qui peut sembler toute bête va me permettre de savoir si cette personne correspond au profil que je recherche et ça va lui permettre de passer le premier filtre si elle répond à cette question. Il va y avoir du coup 3 types de cas. Soit la personne n'a pas du tout répondu à ma question, dans ces conditions je l'élimine de façon directe. Soit la personne répond en mettant suédois, le profil peut être intéressant, reste à voir si la personne est capable d'approfondir. Troisième possibilité, la personne me donne la bonne réponse et me cite les 4 langues officielles de la Suède et dans ces conditions je vais m'intéresser beaucoup plus en détail à la personne qui m'a répondu que les langues officielles de Suède, il y en avait 4 et me les a citées. La petite chose également qui va différencier par rapport aux stagiaires, c'est que j'ai précisé qu'il y avait une augmentation de tarifs à prévoir, que les postes étaient évolutifs et que la collaboration en termes d'heures était évolutive. Ce que je n'ai pas précisé, c'est le tarif horaire. Donc je vais mettre un truc un peu au pif. Je vais mettre 3 € de l'heure à 8 € de l'heure.
Il faut également que je précise la durée. Donc là, max 5 heures par semaine. Pour le moment. Donc ça me permet de bien définir mon poste et qu'il y ait toutes les informations dont le freelance va avoir besoin pour savoir s'il a recruté, s'il a travaillé ou pas avec moi. Donc ça va mettre aussi plusieurs barrières. C'est à peu près les seuls points qu'il y a de différents en fait avec mon stagiaire. C'est tout. Donc si vous avez déjà vu la partie précédente sur le stagiaire, passez directement à la section suivante et on se retrouve tout de suite. Pour ceux qui n'ont pas vu ces éléments, je vais revenir avec vous sur comment est-ce que j'ai procédé pour la rédaction de cette offre. L'idée derrière, ça va être d'apporter un maximum de valeur et de savoir à qui la personne a affaire et si le poste que je propose lui correspond. Première chose qui m'a semblé super intéressant de mettre, c'était que je cherchais un assistant virtuel et j'ai précisé de quel type d'assistant virtuel il va rechercher. Là, pour moi, ça va être dans la promotion du blog. Ça aurait très bien pu pour être un service après-vente, la rédaction de mails purs, pour du dropshipping, peu importe. Donc ça permet aux personnes qui sont intéressées par le blogging et qui ont des domaines de compétences d'être attirées beaucoup plus facilement que si je mettais juste assistant virtuel. Ensuite, sur mon entreprise. L'idée là, c'est de résumer quelle est mon entreprise et quelle est la valeur ajoutée que j'essaie d'apporter au monde, à mes clients. Je suis partie d'une idée très simple, c'est que je fais du recrutement. Donc si j'avais dit tout simplement, notre entreprise est spécialisée dans le recrutement, nous recrutons des cadres ingénieurs. Bon, c'est une description qui est totalement banale. Totalement banale. Là où je me suis différenciée, c'est que j'ai dit quel est le sens que j'apportais et pourquoi mon entreprise faisait ça. Pourquoi est-ce que je recrute? Mon idée, du coup, c'est d'aider, je l'ai bien précisé, aider les petites entreprises à recruter d'une meilleure façon en les aidant à savoir gérer leurs salariés. Et là, j'ai cité la valeur que j'apportais. Mon objectif, c'est de stimuler le recrutement et de favoriser l'emploi, mais surtout, redonner envie aux salariés de venir travailler dans de bonnes conditions, de ne plus être stressés, d'être dans le bien-être dans leur entreprise. C'est ce qui va donner de la différence par rapport au type d'offre que vous retrouvez de façon systématique. Vous avez juste à faire une recherche bête et méchante sur, par exemple, consultant en recrutement. Tapez, d'ailleurs je vais le faire avec vous tout de suite. Alors là j'ai tapé consultant en recrutement sur internet et j'ai cliqué sur le premier site que je trouvais qui était l'APEC et la première offre qui me venait à l'esprit. Donc j'ai rien du tout ciblé ni sur le lieu, ni sur le salaire, ni sur quoi que ce soit. Donc on tombe sur un cabinet de recrutement, tout simple qui cherche un consultant. Si on regarde l'offre qui est proposée, c'est déjà très vague, ça commence très mal, c'est-à-dire qu'aucun salaire n'est précisé. Prise de poste dès que possible, c'est pas super bon signe puisque ça montre qu'en réalité, soit l'entreprise a eu un départ précipité, soit le recrutement est très mal maîtrisé. Donc pas très bon signe. Ensuite, si j'en viens au descriptif du poste, oui, c'est très bien. On a un descriptif du poste, mais pour un cabinet de recrutement, il devrait savoir que ça ne fonctionne pas tout à fait comme ça. C'est-à-dire qu'on définit d'abord des missions et après on cible, on écrit des tâches. Or là, il n'y a que des tâches qui sont définies, donc pas très bon point positif. Profil recherché, assez limité. On ne parle pas de savoir-faire, de savoir-être. On définit pas trop ça, donc je trouve que c'est assez limité. Et après, si on en vient sur le point de l'entreprise, alors là, l'entreprise, c'est vraiment le cliché de base. Le cabinet de recrutement recrute un consultant en recrutement afin d'accompagner sa croissance. Voilà, donc là, on a un emploi sur aucune valeur ajoutée. En fait, on sert les intérêts liés à la croissance. Et on nous dit que le cabinet est basé à Aix et que les candidats ont un profil généralement expérimenté, donc cadre... Voilà, c'est pas très intéressant, c'est pas très stimulant. Concrètement, par rapport à l'autre offre que je vous proposais, dans laquelle j'ai défini mon entreprise, je dis pourquoi je fais ça et qu'est-ce que je veux apporter, quel est le sens que je donne à mon entreprise. Entre mon entreprise et l'entreprise dont nous avons vu l'offre, honnêtement,
quel type de présentation au niveau entrepreneurial, au niveau entreprise est le mieux. Celle-ci est plus attractive. J'en viens à la mission. Dans l'autre offre qu'on a vue, il n'y avait aucune mission. On nous dit juste on cherche quelqu'un pour travailler. Waouh, c'est très stimulant. Ça va donner envie à la personne de venir se lever tous les jours et de travailler. Là, j'ai reciblé la mission générale en disant que j'avais besoin de quelqu'un pour la gestion du blog et pour d'autres tâches administratives. Mais j'ai surtout fixé un objectif fort, un objectif qui va stimuler, challenger la personne et lui dire ok, je vais venir travailler mais j'ai un objectif derrière. Je sais pourquoi je me lève, je sais ce que je veux faire. J'en viens aux missions confiées. Les missions confiées, je conseille d'en faire que entre 3 et 5. Après, le poste devient complètement illisible et je vous conseille surtout de structurer bien ça et de regrouper. Il y a 3 missions confiées qui vont être de l'assistance dans la création de la publication d'articles de blog, l'assistance sur la promotion des articles de blog et une assistance diverse. Concernant l'assistance sur la création et la publication d'articles, j'ai défini les tâches. J'ai défini les tâches. Donc, quand on écrit une annonce comme ça, ce qu'on va faire, c'est qu'on va lister les missions. Donc, les missions, c'est ce qui va être en gras ici. Et ensuite, je dis les tâches. Les tâches, c'est ce qui va permettre de réaliser la mission. C'est à peu près tout ce que vous avez besoin de savoir. Donc là, j'en ai mis 3. Voilà. C'est très important de mettre des missions et de mettre des tâches que les personnes qui viennent à vous savent de quoi il va s'agir. Très souvent, je vois des offres qui sont très, je ne sais pas comment dire, qui sont très floues, dont on ne sait pas ce dont on va faire. Donc c'est très déstabilisant pour une personne de venir postuler alors qu'on ne sait pas ce qu'elle attend de nous. Si concrètement elle a 2 choix entre un salaire qui est clairement affiché, des postes qui sont définis, une mission qui est valorisée et un objectif, qu'est-ce qu'elle va choisir entre l'offre que je propose et l'offre dont on a vu précédemment? Clairement, il n'y a pas photo, cette offre est mieux construite que l'offre précédente. J'en viens ensuite aux compétences souhaitées. Donc là, je vais être très précise sur ce que je veux. Je veux un très bon niveau de langue. Donc ça, c'est une condition qui va être obligatoire dans la mesure où je vais être sur un poste qui va me demander de l'écrit, obligatoire. Et après, je m'intéresse au savoir-faire et savoir-être. Et je précise ces 3 rubriques qui vont être très importantes. J'attire votre attention sur le savoir-être. Le savoir-être, ça va être les personnes que vous allez attirer. C'est ce dont vous recherchez impérativement. C'est ce que j'allais dire, il va y avoir un feeling. C'est là où il va y avoir peut-être le feeling sur ce que vous allez demander à la personne. J'en reviens à la phrase dont je vous ai expliqué au début sur mon petit piège. Mon petit piège pour savoir si la personne est complètement concentrée et si elle vaut la peine que je m'intéresse à sa candidature ou pas. Ensuite, j'en viens au bonus. Bonus à savoir, je fixe le tarif de façon claire et précise. Je précise également le nombre d'heures dont j'ai besoin. Je dis qu'il va y avoir une augmentation de tarif à prévoir, ce qui est vrai, qui va dépendre bien entendu de la qualité du travail. Je dis que les missions vont être évolutives et je précise quelles sont les missions qui vont être évolutives. Bien entendu, j'insère une rubrique en disant en fonction des compétences, parce que ça c'est quelque chose qui va être très important. J'incite par la même occasion le freelance à être honnête avec moi et à répondre à ma demande du savoir-être qui va être sur la transparence et l'honnêteté. C'est très important, donc il faut être aussi cohérent par rapport à ce qu'on dit. Là, j'instaure un peu plus une cohérence par rapport à mes propos. Et donc, je dis en fonction des compétences de la personne. Et bien entendu, je précise en fonction de l'envie du futur freelance. Ça va être très important pour moi. Et ça montre également quel type de client je vais être. Quel type de personne je vais être et comment je vais me comporter avec la personne. Et je finis par préciser quelles sont les évolutions qui pourront être le cas. Bien entendu, en fonction des compétences et du futur et des volontés de la future personne. Et je dis bien entendu que la collaboration c'est une collaboration à long terme, donc quand on s'engage avec moi, c'est pas juste pour une mission de 5 heures, mais c'est pour une mission à long terme, avec une évolution des heures. Voilà, j'ai fait tout ça.
si je récapitule les points qui vont être importants, ça va être apporter de la valeur, donc dire quelle est notre mission de notre entreprise, tourner ça sous une forme de storytelling. Ça va être très important pour attirer les meilleures personnes. Surtout, ce qu'il faut savoir, c'est qu'on est dans une société où on attend de la valeur. On ne se lève pas juste pour travailler, on se lève pour accomplir quelque chose qui nous dépasse, quelque chose qui va aider les gens. C'est pour ça que vous retrouvez les mots de aider et que vous retrouvez des objectifs qui sont forts, une vision que j'ai envie de transmettre. Ensuite, il va y avoir un objectif qui va être fort, attractif et très stimulant pour les personnes qui vont être motivées par le challenge. Je définis bien les missions, j'en mets 3, on va de 3 à 5 et je liste bien les tâches. Je dis les compétences souhaitées en m'intéressant bien au savoir-être, puisque ça va être les personnes qui vont m'intéresser le plus. Et je mets un bonus en étant très précis sur ce que je peux offrir. Et l'idée, ça va pas être derrière de mentir, mais d'être le plus transparent possible et d'être en cohérence avec ce que moi j'attends de la future personne qui va travailler avec moi. Vous remarquerez également que j'instaure directement le tutoiement. Donc je dis ta mission, tes missions confiées, tes compétences, parce que ça me ressemble en fait. J'ai créé une offre qui me ressemble, qui transpire de ma personnalité. J'ai le tourment très facile, donc autant le faire transparaître dans ma personnalité et me différencier d'une annonce qui sera complètement froide et austère. Encore une fois, je vous invite à aller très rapidement regarder des offres d'assistants virtuels sur Upwork. Donc vous tapez juste je recherche un assistant virtuel sur Upwork dans Google et vous allez voir les types d'offres qui sont proposées. C'est des offres qui sont souvent très impersonnelles, qui sont très froides, qui n'ont pas donné de sens à leur entreprise, qui n'ont pas d'objectif très clair, qui sont floues sur la rémunération. Et tout ça, concrètement, ça ne donne pas très envie de travailler avec vous. Donc autant être clair, donner envie aux meilleurs de venir à vous. On a vu comment rédiger l'annonce. Ce qu'il faut que vous sachiez, c'est que l'annonce, sur certains sites, notamment Upwork, elle doit être rédigée en anglais. Ce que je vous invite à faire, c'est à copier le texte que vous avez écrit et à faire dans Google Translate un copier-coller. Ça fonctionne très bien, c'est ce que j'ai fait moi, pas de souci à ce niveau-là. Une fois que vous avez rédigé votre annonce, vous allez vous inscrire sur quelques plateformes, une ou deux, pas plus. Pas plus parce qu'après vous allez devoir gérer des candidatures en doublon. Donc vous pouvez très bien tester sur une plateforme. Si vous n'êtes pas satisfait de cette plateforme, vous testez sur une autre une semaine après. Voilà, ça peut très bien être fait comme ça. Vous publiez l'annonce. Faites attention du coup sur Upwork, tout est en anglais. Donc si vous avez des problèmes avec l'anglais, privilégiez peut-être des plateformes comme Malte ou Humaniance, où là ça va être des plateformes écrites en français. Une fois que vous avez publié votre annonce, ce que je vous conseille de faire, c'est d'attendre. Il y a deux façons, de façon générale, de recruter quelqu'un. Soit on poste une annonce et on attend, soit on fait ce qu'on appelle du sourcing. On va chercher un par un les candidats. Lorsque vous avez des plateformes comme ça va être assez compliqué pour vous de trouver des candidats qui vont répondre à votre profil rapidement. Rapidement, je m'égare un peu. Ça va être très difficile pour vous de sourcer des profils parce qu'il y a énormément de pages. C'est pas très bien écrit, des fois vous comprenez pas tout comment ça fonctionne. Donc ce que je vous conseille le plus simple à mon sens, c'est de publier une annonce en suivant les méthodes que je vous ai proposées. Et une fois que vous avez publié cette annonce, vous allez attendre que les meilleures personnes, vous allez peut-être attendre une semaine c'est un bon délai je pense, pour voir les profils qui sont venus à vous. C'est pour ça que du coup, je vous invite à sélectionner les profils qui vous correspondent au bout d'une semaine. Au bout d'une semaine, vous avez reçu ces réponses, vous faites des entretiens. Et vous faites uniquement des entretiens avec des profils qui vous intéressent. Si au bout d'une semaine, vous avez des réponses qui ne vous satisfont pas, vous passez sur une autre plateforme, tout simplement. Une autre plateforme, c'est tout. Au bout d'un moment, vous allez quand même recevoir des offres. Généralement, lorsque vous publiez une annonce, vous avez 20 personnes qui vont postuler à votre offre. Donc c'est déjà un bon début, c'est à peu près l'ordre, c'est à peu près ce qu'on reçoit d'ailleurs en recrutement, ça dépend comment on a fait la communication, mais c'est à peu près ce qu'on reçoit. Vous allez faire des entretiens uniquement avec les personnes qui correspondent à tous les critères que vous avez énumérés, en vous attardant bien entendu sur le savoir-être et le savoir-faire. Et ensuite, une fois que vous avez sélectionné la personne, c'est la plateforme qui va s'occuper du contrat de prestation.
tout simplement. Donc vous n'avez pas à vous occuper de cette partie-là. En revanche, si vous êtes passé par une connaissance, vous n'êtes pas passé par une plateforme, mais vous êtes passé par une connaissance, je vous conseille de faire un contrat de freelance, un contrat de prestation de service, qui n'est pas obligatoire, mais qui est fortement recommandé. Et donc là, je vous ai mis également un modèle de contrat de freelance. Alors, je ne suis pas juriste, je ne suis pas avocate, donc je ne pourrai pas vous aider sur la rédaction du contrat de freelance. C'est un modèle que vous pourrez éventuellement compléter par vous-même si vous vous en sentez capable. Mais ce que je vous conseille fortement, c'est de faire rédiger le contrat de freelance, le contrat de prestation de service par un cabinet d'avocats, au moins vous êtes sûr d'être complètement couvert. Les plateformes, comment ça fonctionne? C'est pas très compliqué. Vous vous inscrivez aux plateformes, vous faites attention à celles qui sont en anglais, vous postez votre annonce, vous sélectionnez votre candidat. C'est à peu près tout. C'est assez intuitif, donc je pense pas que vous ayez des difficultés. Si vous en avez, on en reparlera. Une fois qu'a priori vous avez passé cette troisième étape, c'est que vous avez votre candidat, ça y est, c'est bon, vous l'avez. C'est pas encore fini, c'est là que va venir vraiment l'étape de la délégation. Ce que je vous invite à faire, ça va être de déléguer petit à petit, et j'insiste bien sur ce petit à petit. L'idée derrière, ça va pas être de sélectionner 3 freelances, peut-être un community manager, un assistant virtuel et quelqu'un qui va vous écrire vos pages de vente. Ça va vraiment être d'y aller petit par petit. Vous allez sélectionner un freelance, peut-être un community manager parce que vous avez un besoin. Mais peut-être qu'à côté, vous avez aussi besoin d'un assistant virtuel. Il faut que vous choisissiez l'un ou l'autre. Une fois que la personne que vous avez choisie sera complètement autonome sur les postes, sur toutes les missions que vous allez le confier, vous allez recruter une autre personne. Ça va vous permettre de hiérarchiser, de prioriser et de ne pas vous tromper. Il ne faut pas oublier que ça va sûrement être les premières fois que vous allez déléguer. Donc vous allez peut-être avoir des difficultés. Donc autant prendre son temps pour déléguer, pour faire les choses dans le bon ordre. C'est vraiment très important. Je vous ai schématisé 4 phases pour moi qui vont être assez importantes. On commence tout de suite par la première phase. Ça va être très important de dire, d'informer votre prestataire, votre stagiaire, votre salarié du niveau de délégation que vous attendez, de lui dire très clairement qu'est-ce que vous attendez de lui. Si vous ne souhaitez pas qu'il publie un post sans que vous l'ayez vu, il faut lui dire. Si vous lui dites de façon très succincte, je veux que tu gères mes réseaux sociaux, mais que vous ne lui donnez pas de consignes particulières en disant je veux que tu fasses ça, ça, ça et ça, il ne pourra pas comprendre. Donc c'est à partir de ce moment-là qu'il va y avoir des malentendus. Pour vous aider, je vous remets ici les niveaux de délégation qui vont être très importants que vous compreniez. Donc niveau de délégation suivant, le premier niveau, c'est la première étape, c'est la personne va suggérer des solutions, elle va vous les donner et vous trancherez la meilleure solution. Une fois que la personne a atteint ce niveau-là, on passe à l'étape 2, c'est-à-dire elle fait et elle nous tient au courant de l'avancée. Une fois qu'elle a maîtrisé cette étape, on passe à l'étape 3 qui va être elle fait, je valide à la fin et ensuite elle fait, j'archive et je contrôle rien. Ça, c'est le dernier degré d'autonomie. A priori, quand vous recrutez une personne, vous ne savez pas quel est son degré d'autonomie, même si vous pensez qu'elle est autonome. Vous passez par tous ces tests-là jusqu'à que vous arriviez à la conclusion suivante, à la conclusion que vous vous êtes faite, que cette personne est autonome et que vous n'avez plus à contrôler. Comment vous allez faire, du coup, pour pouvoir communiquer avec cette personne? Vous allez lui fixer des objectifs. Ces objectifs, vous allez les fixer sur Trello. C'est un très bon outil. C'est un outil en fait qui fonctionne sous forme de tableaux. Vous allez pouvoir créer des petits tableaux, un peu comme des tableaux, des pins, je ne sais pas trop comment dire. Vous savez, ces tableaux qu'on avait quand on était à l'école, des petits tableaux d'ardoise, des choses comme ça. Ça fonctionne comme ça, donc vous pouvez très bien écrire une liste d'objectifs que vous allez pouvoir voir, que la personne va voir. C'est interactif. Vous pouvez inviter la personne à voir les tableaux et à les modifier. Et comme ça, vous aurez des objectifs en commun qui seront mis, non pas sur un mail, mais qui seront mis sur un support en commun que vous pourrez tous les deux aller voir. Vous pouvez aussi l'utiliser Drive, c'est vraiment à votre convenance. Je vous ai juste donné un outil pour information. C'est un outil qui est gratuit aussi, ça peut pouvoir être intéressant. Il est gratuit. La phase 2, ça va être pour moi, une fois que vous avez déterminé toutes ces étapes de délégation, que vous avez bien compris
à quelle étape de délégation vous allez commencer et que vous avez bien cadré la personne avec laquelle vous allez travailler, vous arrivez à la phase 2. La phase 2, ça va être de changer sa façon de penser, de ne plus réfléchir de façon artisanale, mais de réfléchir au process. C'est très 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 important cette étape-là. Elle est souvent négligée par les entrepreneurs. Ce que je vous invite à faire, c'est à créer des procédures écrites ou alors des procédures sous forme de vidéo pour que la personne ait une retranscription concrète de ce qu'elle doit faire. Et ensuite, vous pouvez très bien désigner la personne qui va être tenue de mettre à jour le fichier, puisqu'il faut savoir qu'une procédure non mise à jour est une procédure obsolète, donc elle ne servira à rien. Les outils que vous pouvez utiliser, c'est si vous avez besoin de filmer votre écran, ça va être Camtasia, c'est un logiciel pour filmer votre écran. Vous pouvez aussi utiliser votre smartphone si par exemple vous êtes en train d'expliquer quelque chose à quelqu'un. Vous pouvez très bien en fait filmer à ce moment-là. Vous lancez votre téléphone et vous filmez ce que vous êtes en train de dire, ça vous évitera de répéter concrètement. Et ça permettra à la personne aussi si elle n'a pas compris ce que vous avez dit ou si elle a oublié des choses qu'elle n'a pas notées, de re-regarder cette vidéo au lieu de vous reposer des questions de façon systématique. Surtout qu'a priori, vous allez travailler à distance. Autant mettre des choses en place dès à présent. Ensuite, il va y avoir Evernote. Evernote, pour moi, je l'utilise si vous souhaitez en fait écrire vos procédures. Vous pouvez très bien les écrire sur Evernote et les partager aussi. Et inviter la personne à voir la procédure. Ça peut être tout à fait quelque chose qui est fait. Evernote, c'est un super outil. Il est gratuit. Il y a une version payante, mais vous pouvez très largement utiliser la version gratuite. Moi, c'est ce que je fais. Et vous avez plusieurs options sur Evernote, c'est-à-dire que vous pouvez juste faire en sorte que la personne visualise le document sans qu'elle ait du tout accès au document. Ou alors, vous pouvez faire en sorte que la personne visualise le document et puisse le modifier. Ça va dépendre des droits que vous lui donnez. Donc, c'est un super outil si par exemple, vous êtes en train de tester une personne et que vous ne voulez pas qu'elle ait accès à la procédure ou qu'elle puisse modifier la procédure pour le moment. Une fois que vous avez fini avec les procédures, vous allez passer à l'étape phase 3 qui va être faire des points. Des points. Communiquer. C'est primordial. L'étape 1, ça faisait aussi partie de les phases 1, ça faisait aussi partie de la communication. Mais là, on va revenir à la communication. On a dit à la personne ce qu'on voulait, on va refaire un point avec elle. Est-ce que tu as bien compris une fois qu'elle a réalisé les travaux? Ok, est-ce que tu as compris? Qu'est-ce que tu n'as pas compris? Est-ce que tu veux que je te réexplique? Est-ce que tu veux qu'on ralentisse? Est-ce que tu veux qu'on aille plus vite? Vraiment d'être dans un échange de communication, ça va être très important. Accepter les erreurs, surtout au début, c'est normal. On a tous été débutants, on a tous commencé par quelque chose. Les erreurs, c'est humain. Le jour où on ne fera plus d'erreurs, peut-être que nous ne serons plus des humains, mais des robots. Donc, ouais, accepter les erreurs. C'est pas grave, on fait tous des erreurs. L'idée aussi, c'est de voir pourquoi il y a une erreur. Est-ce que la personne n'a pas bien lu la procédure? Est-ce que la personne n'a pas écouté ce que vous avez dit? Est-ce que la personne n'est pas attentive? Voilà. Se poser aussi des questions et être dans l'écoute et la bienveillance par rapport à ça pour pas être dans l'accusation, mais dans la réflexion sur comment est-ce que je peux améliorer ça et d'être vous aussi proactif par rapport à ça. Ce que vous pouvez faire, c'est vous pouvez communiquer par Slack. Slack, c'est un outil qui ressemble un peu à Facebook. C'est un chat en fait, tout simplement. Si vous avez connu MSN, ça fonctionne un peu de la même façon, donc on communique comme ça. Sinon, vous pouvez très bien faire des visioconférences ou prévoir des calls téléphoniques où vous allez parler concrètement des choses qui vont et qui vont pas. Ça peut être une chose. Pensez aussi que déléguer, ça va être un investissement, donc ça risque d'être long, comme toute chose qu'on peut mettre en place. Mais a priori, si aujourd'hui vous avez fait le choix de la délégation, c'est que vous en avez besoin pour passer à l'étape supérieure. Une fois que vous avez fait ça, cette phase d'accepter les erreurs et de faire les points, vous allez contrôler. Contrôler que la personne a bien fait son travail, contrôler qu'elle a bien respecté la procédure, contrôler qu'elle a bien compris et qu'elle peut passer à l'étape supérieure. C'est une étape qui va être primordiale aussi. L'idée, c'est pas juste de lui dire d'accepter les erreurs, mais c'est aussi de contrôler est-ce qu'elle a du coup bien fait le travail pour pouvoir voir si elle peut passer à l'étape supérieure au niveau de la délégation. Quand elle est arrivée, a priori, cette personne à la quatrième phase, que vous avez contrôlé qu'elle est opérationnelle jusqu'au dernier niveau de délégation, c'est-à-dire qu'elle est arrivée sur la tâche que vous lui avez confiée à ce que vous n'avez plus rien à contrôler. Dans ces conditions, vous allez passer à une tâche suivante.
Et vous allez recommencer dès le début de la phase 1 en lui disant, très bien, en lui redisant ce qu'il faut faire, en partant du niveau de délégation 1, etc. Donc il faut recommencer ça jusqu'à ce que vous ayez confié toutes les tâches dont vous avez besoin de confier à la personne et qu'elle soit complètement autonome. Je vais vous donner mes derniers conseils du coup par rapport à la délégation. Trouver un freelance ou un stagiaire, ça peut prendre du temps, mais persévérer. Persévérer parce que le recrutement n'est pas une science exacte, c'est souvent une question de feeling. Le feeling et le savoir-être vont être très importants dans cette étape. Ensuite, ne travaillez jamais avec quelqu'un dont vous n'avez pas confiance ou dont votre instinct vous fait comprendre que ce n'est pas la bonne personne. Je peux vous le dire que d'ores et déjà, ça va être voué à l'échec. Vous allez perdre votre temps et votre énergie. Mieux vaut un non ferme qu'un oui un peu faible qui va vous causer du tort. Honnêtement, pour vous et pour la personne. Voilà. Confier des tâches de façon progressive, ça c'est vraiment très important. L'étape du pas à pas, un peu comme un enfant, c'est primordial. Et puis bien entendu, ne cherchez pas à déléguer tout de suite. Et je vais rajouter quelque chose, c'est contacter les personnes que vous n'avez pas recrutées. Très important. Très important. Souvent, on ne dit pas en fait aux personnes, bah non en fait je ne vais pas vous recruter, on les laisse un peu dans le flou. Il se peut que les personnes que vous n'avez pas recrutées ont des profils intéressants, mais ne correspondent pas au profil que vous recherchez. Restez en contact, ça vous coûte rien. Demain, vous aurez peut-être besoin de ce type de profil. Donc restez en contact avec les personnes qui ont postulé à votre offre et également avec les personnes que vous avez reçues en entretien. Envoyez un petit mail pour les remercier de l'intérêt qu'elles vous ont accordé. Ça mange pas de pain et ça fait très plaisir. D'accord, ça prend du temps, mais en fait, ça vous permet aussi de construire une image et d'attirer à vous après peut-être les meilleurs freelances. C'est très important cette étape-là aussi. J'en ai fini avec les étapes de la délégation. J'espère que cela aura été clair pour vous. Je vous remercie d'avoir écouté cette vidéo et je vous dis à très bientôt.